Bon, ça y est, je pars à moi et ça recommence à dire des conneries sur l'Égypte. Hein, maître Gims? Les pyramides, des foutues antennes électriques. Hein? C'est pas sérieux, ça, quand même. Avec tes 3 millions d'abonnés, t'as quand même pas honte, hein, sans déconner. Hein. C'est toi qui devrais te cacher dans les catacombes. Même EDF s'est foutu de ta gueule. Enfin bref, allez, file. Bon, c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Car aujourd'hui, l'heure est grave. Oui, c'est la fin du monde. Et elle est pour bientôt, 2060. Et c'est pas n'importe qui l'a prévu, c'est Isaac Newton. Si, je vous le dis, je l'ai vu sur Internet. Alors, on ne compte plus le nombre de fois où on nous a prédit la fin du monde. Depuis des siècles, on cesse d'entendre qu'un événement apocalyptique va nous frapper et nous détruire. Alors on donne plusieurs formes à ces apocalypses. Certains parlent de météorites, d'autres d'un déluge extraordinaire, d'un bouleversement cosmique ou encore une guerre nucléaire, ou même une rencontre avec des extraterrestres. Tout le monde a au moins une fois entendu parler d'une théorie de fin du monde, que ce soit le calendrier Maya ou des prédictions de Philippe de Nostrum, alias Nostradamus. Tout le monde a entendu parler d'une théorie de la fin du monde. Bon, ces théories, ça fait peur, ça permet de se rallier à des gens, à des mouvements ou à des idées. Car oui, toutes ces théories de fin du monde, ça fait couler beaucoup d'encre. Hein. Et certains en profitent. Hein. Bah oui. Du coup, que ce soit pour vendre des livres en utilisant les Mayas ou même les Égyptiens, ça fait toujours vendre ce genre de choses. D'ailleurs, en parlant de prédiction, rappelez-vous aussi le bug de l'an 2000. Cette prédiction qui annonçait de gros problèmes informatiques et qui aurait pu au passage nous coûter très cher sur le plan économique, à en croire les dires des experts de l'époque. Mais en réalité, ça a plus servi à vendre des antivirus et des nouveaux ordinateurs. Grosso modo, disons que les ordinateurs n'identifient une année que par ces deux derniers chiffres. Ils risquent donc en l'an 2000 de se croire en 1900 ou bien de tomber en panne. Pour fonctionner, ces puces utilisent des dates écrites de la façon suivante. 3 février 99 par exemple devient 03 02 99. Quant au 1er janvier 2000, il s'écrit 01 01 00. Et c'est ce 00 qui sème la panique, car pour l'ordinateur il ne correspond à rien, il risque de provoquer un bug, la panne, tant redoutée. Pour l'éviter, toutes ces puces doivent être modifiées. Des puces, il y en a partout, faut vite les changer là, pour pas avoir de bugs. Et le chantier est colossal, car des puces à modifier, il y en a partout. Ordinateurs, digicodes, ascenseurs, chaudières, notre environnement en est truffé. Bon, chez moi, j'ai rien modifié à l'époque, hein, puis ça s'est très bien passé. Hein. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Et attention, dans ce JT, ils ont fait appel à un spécialiste du bug de l'an 2000, hein, qui nous dit que ça va poser un gros problème, hein, que ça va très mal se passer. Hein. Pour un élément d'informatique, il y a facilement 4 à 5 éléments électroniques, d'électronique enfouie, et c'est ça qui va vraiment poser problème. Là encore, de cette prédiction a découlé beaucoup d'argent. Et au final, il ne s'est rien passé. Mais alors, rien du tout. Pas de bug. Mais d'où ça vient ces théories de fin du monde, hein? Bon, cela, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On peut voir que des théories sur la fin du monde, il y en a des prédites depuis très longtemps, presque depuis l'an 0. Hein. Il suffit de regarder le recensement de ces dates pour se dire qu'on a échappé belle plus d'une fois quand même. Et derrière ces dates, des astrologues, des voyants, des mathématiciens, des prêtres ou encore des mouvements religieux. Et même des célébrités comme Paco Rabanne. Bon, lui, c'est pas vraiment la fin du monde hein, qu'il a annoncé, mais la chute de la station Mir sur la ville de Paris. Bon, c'est pas arrivé. Il a dû se tromper d'année, hein, admettons. Hein. Mais aussi derrière ces théories, il y a encore beaucoup une fois des gourous, hein, des gens comme MDS, des gens dont on a parlé que dans ma dernière vidéo. On y retrouve aussi des gens comme Charles Pesci Smith, un pyramidio dont j'ai déjà parlé dans mon film documentaire sur les pyramides. Ou encore d'autres comme Charles Manson. En gros, tout le monde peut devenir prophète de la fin du monde. Bon, il y a la fameuse prophétie du 21 décembre 2012. Hein, et là, on a failli tous crever. Hein. Il y en a des choses à dire sur cette prophétie, il y en a. Déjà, de qui ça part cette théorie? Au début des années 1900, le spécialiste allemand Ernest Frossmann interpréta la dernière page du Codex de Dredd comme une représentation de la fin du monde, lors d'un déluge cataclysmique. C'est ensuite que ces idées furent reprises par l'archéologue Sylvanus Morley, qui paraphrasa directement Frossmann et ajouta ses propres embellissements en écrivant « Finalement, sur la dernière page du manuscrit est représentée la fin du monde ». Ces commentaires furent ensuite repris dans le livre de Morley, The Ancient Maya, dont la première édition fut publiée en 1946. C'est seulement en 1983, avec la 4e édition de The Ancient Maya, que la date du 21 décembre 2012 a commencé à faire consensus dans ce milieu. Donc comme d'habitude, au début il y en a qui pensent, et les autres derrière qui croient.
L'archéo-astronome Anthony Avni avance que si l'idée d'équilibre du cosmos était importante dans la littérature des Mayas, les prédictions pour 2012 ne sont pas issues de ces traditions, mais liées à des concepts américains tels que des mouvements New Age, du millénarisme et des savoirs en une croyance ou quelque chose de caché, quoi. Une découverte en mars 2010 de peintures murales et de hiéroglyphes des plus anciens calendriers lunaires mayas sur le site de Xultun est venue par d'ailleurs contredire les dates du 21 décembre 2012 comme la fin du monde. En effet, les murs étant recouverts de calculs allant au-delà de cette date, mais même pour certains allant jusqu'à 7000 ans. Donc ce calendrier n'était pas la prédiction de la fin des temps, mais d'un cycle pour les Mayas. De plus, avec la théorie de 2012, on peut vraiment s'amuser, car même les fous qui ont cru n'étaient pas vraiment d'accord sur ce que serait réellement cette date. Et croyez-moi, il y en a des particulièrement gratinés, hein. On va regarder ça, vous allez voir, c'est dingue. Le pire, c'est qu'avec cette date de 2012, on a pu enfin découvrir que la France était un lieu privilégié pour échapper à cette fin du monde. Bah oui, Bougarach. Bougarach, les Mayas, Bougarach. C'est logique. Allez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec quelques vidéos que j'ai trouvées sur Internet. Hein. Et je ne vais pas tout vous montrer, hein, car on n'a pas le temps. Hein. La fin du monde approche. Hein. Mais les bruits qui courent sur le pic de Bougarach, c'est donc un site d'atterrissage pour les ovnis, un site de construction d'ovnis. Ça fait depuis 1 an et demi, donc la rumeur a couru. Et puis bon, avec Internet, forcément, ça fait le tour de la planète très très vite. Comme quoi Bougarach serait un des seuls endroits sauvés lors de la énième fin du monde le 21 décembre. Bon, Bougarach, c'est une base de construction pour les aliens. Admettons. Il y a quelque chose de particulier. Après, moi, mon domaine concerne l'ufologie. Un passionné de vie extraterrestre et de théorie du complot. Mais des secrets gouvernementaux, des choses à cacher, ici il y a des choses qui sont particulières et qu'il est grand temps que les secrets soient dévoilés, quoi. Honnêtement, ce qui me concerne, c'est les secrets gouvernementaux. C'est ça qui me concerne. Ah oui, le complot. Il est grand temps de dire enfin la vérité. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a ici, sous la montagne? Alors, il y a probablement de grandes grottes sous la montagne qui abritent des objets qui viennent de l'espace, peut-être même des personnes endormies ou mortes. Il y a certainement quelque chose qui vient de l'espace et qui a au moins 40 000 années. 40 000 ans? Bon, admettons. Au moins. Après, il y aurait d'après mes recherches et les recherches d'un ami qui est décédé, l'entrée, le tombeau du Christ serait potentiellement quelque part, là, exactement, dans cette forêt de pierre, là, dans cette forêt de pierre, il y aurait une grotte ouverte, là, quelque part par là, qui permettrait de rentrer donc, sous le Bougarach, et là, il y aurait une salle dont une partie en pierre a été évidée, donc ils ont rabaissé le sol. Sur cette dalle en pierre, il y aurait le corps de Jésus intact, d'accord? Et au fond de cette salle, il y aurait un puits, d'accord, qui est fermé par une dalle ronde. Et si vous descendez dans ce puits, en dessous se trouverait une grande grotte dans laquelle il y aurait une trentaine de dépouilles de rois Visigoths avec leurs trésors alignés. Donc on va récapituler hein, à chaque fois, sinon on va se perdre. Hein. Donc c'est une base extraterrestre, le tombeau du Christ et un cimetière pour les rois Visigoths, hein, avec leurs trésors hein, bien entendu, hein. Sinon c'est pas drôle. Alors en comptant Alaric Ier, premier roi Visigoth mort en 410 et sans doute en Italie, on recense 33 rois Visigoths. Donc à croire Jean-Mich, tous auraient été enterrés ici, leur capitale était pourtant Tolède en Espagne. Donc Bougarach, c'est la limite nord du royaume Visigoth. Donc il faut penser que selon Jean-Mich, les rois Visigoths, tous chrétiens, morts à Tolède, ont été transportés à l'extrémité nord du royaume pour être enterrés avec leurs trésors à Bougarach. Mais bien sûr, hein, et tout ça sans laisser aucune trace archéologique et écrite. Mais bien sûr. Et Jean-Michel est persuadé que ce secret est connu au plus haut niveau de l'État. Et puis vous allez voir, la preuve du complot. Alors ça c'est courant, hein. Des hélicoptères qui survolent, on va dire, le coin curieusement, c'est régulier. Hein. Il y a souvent des survols, on va dire, intempestifs ou inopportuns, comme là, d'hélicoptères. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens ou des officines étatiques qui surveillent en permanence la région. Et bon, le fait qu'un hélicoptère qui, comme par hasard, tourne alors que nous, on est en train de tourner, ça me paraît un peu bizarre, même s'il s'en va à l'opposé. Bah oui, c'est bizarre un hélicoptère qui passe comme ça alors que tu es en train de dévoiler tous les secrets du mont Bougarach. Hein, je pense qu'ils vont aller se plaindre d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils partent dans l'autre sens à mon avis, c'est pour ça. Vous ne verrez peut-être pas d'ovnis, mais des hélicoptères qui survolent la région, voire parfois même des avions étonnants, ça c'est habituel. Depuis 30 ans, ce Parisien cadre dans la fonction publique
consacre tout son temps libre à fouiller la région. Bon, Jean-Mich fait ses propres recherches, hein. Pour ces deux hommes, le pic de Bugarache est un lieu sacré où se sont croisées toutes les civilisations. On cherche l'entrée d'un temple très ancien d'origine égyptienne. Il n'y a pas de hasard. Si les Égyptiens sont liés à ça, c'est forcément vrai. Dans lequel il pourrait y avoir des restes ou même un tombeau concernant la déesse Isis et gardé par le dieu Bès. Et c'est pour ça que la vallée s'appelle Bésis. Donc, Bès et Isis. L'entrée du temple serait à l'intérieur de cette grotte. Et si Jean-Michel est convaincu que des dieux égyptiens sont cachés là, c'est parce que c'est son ami qui lui a indiqué l'emplacement. Et il est bien placé pour le savoir. Je suis le descendant d'un certain Osiris. Vous êtes intimement persuadé d'être le descendant d'un dieu égyptien? Je vous parle pas d'un dieu. On en a fait un dieu. Je parle d'un grand ancien. Un ancêtre d'une espèce qui a précédé la nôtre, mais qui a intervenu génétiquement pour la créer, notre espèce. C'est ça dont je veux parler. Et vous en êtes un de ses descendants? Ah oui. Ah, mais non, mais non, mais non. Bon, et comme d'habitude, il y en a qui en profitent en proposant des stages sur le mont Bugarache. Et ça coûte très cher, hein? 8 personnes sont inscrites, attirées par la magie qui se dégagerait des lieux. Et pendant une semaine, cet homme au t-shirt rouge sera notre guide. Mais avant d'être initié au grand secret de Bugarache, il faut s'acquitter de formalités bien terre à terre. 500 € par stagiaire. Et ces gens-là donnent de l'argent à un mec qui va lui aussi subir la fin du monde, hein. Ça doit être pour payer Saint-Pierre, je pense, hein. À mon avis, ça doit être quelque chose comme ça. Il aurait pas fallu que le mec bosse sur le Titanic, hein. Putain, il se serait fait de la thune, hein, lui, hein. Eh oh! Est-ce que quelqu'un a vu l'argent? Autour de Serge, un public tout acquis à ses théories excentriques. Ils vont passer toute une semaine ensemble à Bugarache et ce stage s'annonce plein de surprises. Ce que je vais vous proposer, c'est juste de prendre conscience de votre respiration et de rester avec vous-même, c'est-à-dire de ne pas parler. Et avouez que c'est pas commun. Regardez cette eau irisée. C'est merveilleux. Je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça correspond, mais ça sort vraiment du commun. Mais si c'est une huile naturelle. Une source miraculeuse ou peut-être une simple flaque d'huile de vidange. Oui, une flaque de vidange. Selon le maître de stage, ces méditations improvisées seraient un bon moyen de nous préparer à de dramatiques événements. Effectivement, il y a un événement majeur qui se passe sur la Terre, genre que les 3/4 de la Terre disparaît et qu'on fait partie du quart qui reste. On n'en sait rien, bon, ça peut arriver. C'est sûr que plus on va être préparé, c'est-à-dire plus on va avoir fait le travail sur nous, plus on va s'être libéré de nos peurs et plus on va pouvoir prendre ça de manière très zen. Si on n'est pas niqué tout ça, on sera emporté en un quart de rien de temps, tu vois. Ils ont déboursé 500 € chacun afin de découvrir le grand mystère de Bugarache. Ce jour-là, Serge, l'organisateur, a prévu un petit jeu les yeux clos pour mieux percevoir la magie supposée des lieux. Et les règles sont très simples. Je vais l'amener vers quelque part où je vais lui faire ressentir et elle va faire travailler son sens du toucher. Alors, à l'aide de ses seules mains, la stagiaire doit deviner ce qui se présente à elle. Et apparemment, elle est en totale communion avec la forêt. L'élève a reconnu l'arbre, rien qu'en le touchant. Elle a reconnu l'arbre? Mais quelle communion! Puis c'est au tour du reste du groupe de se frotter à cet exercice de haute volée. Au 3e jour de stage, nous faisons quelques kilomètres pour retrouver notre petit groupe en plein préparatif pour des rencontres du 3e type. Car les montagnes qui nous surplombent regorgeraient de créatures mystérieuses que Serge semble très bien connaître. De petites fées partout, et pour Luc, pas question d'en rire, il n'y a rien de plus sérieux. Et voilà, c'est merveilleux parce que les enfants, ils voient les fées, ils jouent avec les fées, c'est pas des conneries, quoi, je veux dire, Bah non, les fées, c'est pas des conneries, merde, à la fin, là. L'attrape-fée est en place, il n'y a plus qu'à patienter. Mais après de longues minutes,
toujours rien à voir. Et ce n'est vraiment pas de chance, car un autre groupe, lui, en aurait aperçu. Les stagiaires se contentent de cette explication. Ils boivent les paroles de Serge. Mais s'ils ont déboursé 500 € chacun, ce n'est pas tant pour les fées et les lutins. Ce qu'ils sont venus vivre ici, c'est l'ascension du mont Bugarache, où leur sera peut-être révélé le grand mystère de la fin du monde. Sous ce relief accidenté, seraient même habilement dissimulés des vaisseaux extraterrestres. C'est le mont Cardou qu'on voit ici, qui semblerait-il est peut-être aussi une base intraterrestre, puisque certaines fois on voit des grandes colonnes d'air au-dessus qui seraient éventuellement des points d'entrée dans la Terre pour les vaisseaux. C'est attesté, il y a même des gens qui rentrent en communication avec des puissances extraterrestres ici sur le mont, c'est même pas si difficile que ça. Serge semble parfois ne pas être vraiment convaincu par ce qu'il raconte. Mais pas question de décevoir ses élèves, avides de surnaturel et de théories sur la fin du monde. Alors, au final, le seul petit être vert que nos stagiaires auront aperçu pendant leur séjour, c'est ce lézard. C'est donc ça, des reptiliens? D'accord. Serge, lui, finira la semaine avec 5 000 € en poche. Bon, certains sont un peu plus propres sur eux hein, et ne proposent pas de stage dans les montagnes, mais ils font de l'argent quand même. Hein. C'est le cas d'Emeric. Il a 28 ans, il s'est installé ici, il y a 2 ans. J'ai eu la chance d'apprendre à soigner avec le didgeridoo en Australie, là-bas, hein, par des aborigènes qui soignaient avec le didgeridoo. Donc on appelle ça la DJ-thérapie. Emeric est donc DJ-thérapeute, mais il est aussi, si l'on en croit sa carte de visite, cristallothérapeute, naturopathe, magnétiseur et même médium. Il organise des stages et des soins à domicile. Alors mes soins, la base, ça coûte 77 € pour une séance de 2-3 heures à peu près. Et pour arrondir ses fins de mois, il revend aussi de mystérieux crânes de cristal. Ça vaut combien? C'est quelque chose qui va assez cher, ça? Celui-là, c'est le plus cher. Celui-là, c'est vraiment le plus cher. Un crâne comme ça n'a pas de prix. Donc ça peut être 15 000 €. Calme-toi là, 15 000 € là. Ça voudrait dire que sur ta petite table là, t'as presque pour 50 000 balles de crâne. Moi j'ai trouvé moins cher. Hein. Ah, je vous mets les liens. Hein. Voilà. Maintenant, on va dire qu'un crâne comme ça se vend peut-être pour 2 000 €, quelque chose comme ça. Des prix qu'il justifie par les pouvoirs de ces crânes. Ah là 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 là. On peut contacter, si tu veux, à travers les crânes de cristal, des extraterrestres, ce qu'on appelle extraterrestres, donc des êtres de lumière ou des êtres qui vivent dans d'autres dimensions. Vous-même, en vous promenant dans la région, est-ce que vous avez parfois croisé des extraterrestres ou vu des soucoupes volantes, ce qu'on appelle des soucoupes volantes? Des soucoupes volantes, oui, bien sûr, on en voit beaucoup ici. Ouais. Tous ceux qui vivent ici, pour nous, c'est bateau, quoi. Hein. On se met dehors la nuit, on regarde le ciel et on voit très bien qu'il n'y a pas que des satellites et des avions, c'est clair. Ouais. Et assez fort, quoi. Hein. On en voit vraiment voilà, sortir du Bugarache ou des sphères lumineuses qui commencent à danser. Ou ça, tout le monde ici, qui vit ici et qui vient, ont ce genre de récits. Donc, soit on a tous fumé la même plante, soit peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire. Ouais, ils ont sans doute tous fumé. Moi, je vois que ça. Hein. Mais bon, d'autres n'ont pas nécessairement besoin de stage. Hein, ils ont déjà le savoir et la connaissance spirituelle que l'on se doit d'avoir quand on croit à la fin du monde. Je m'appelle Sylvain Durif et mon nom au plan cosmique c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique. Celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc tout ça c'est une seule et même énergie, hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Et j'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la vérité suivante. On est sur le chemin de la paix et de l'harmonie sur Terre et dans le cosmos, en harmonie avec tout le monde justement. Et avec que ce soit les extraterrestres qui sont là, hein, ils sont présents physiquement ici, comme j'ai expliqué. Il y a une base militaire ici, il y a des bases intraterrestres, extraterrestres ici. On a pu observer des géants de 3-4 mètres là dans le champ en face d'ici. Donc si vous voulez, ça c'est des réalités. Mais justement, on doit être dans la confiance absolue par rapport à ça, parce que nous-mêmes, l'humanité a été composée à partir de souches extraterrestres, diverses et variées, qui sont réparties dans le cosmos. Donc l'être humain est un composite de souches extraterrestres. La souche primordiale de l'humanité, c'est ça. Donc on doit retrouver en fait notre condition, notre nature profonde, et vivre en confiance avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a 4 doigts, par exemple, comme on a pu retrouver une main à 4 doigts dans un champ juste derrière, là, un peu plus haut, Guinas. Bon, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on doit avoir peur. Au contraire, on doit comprendre, ça doit être simplement le signal qu'il y a d'autres êtres
que nous, dans le cosmos, qui vivent et avec lesquels on doit être en paix. Sylvain Pierre Durif, bon lui c'est vraiment un bon. Hein. Aller dans les champs pour trouver des mains de momies extraterrestres, à part Thierry Jamin, je connais personne d'autre qui fait ça. Hein. Mais d'autres viennent de très loin pour voir les monts Bugarach. Hein. Panthera Electrica est arrivée à Bugarach il y a 2 mois. Elle et son ami Zion sont venus de Californie pour entreprendre un pèlerinage mystique. Je pense que c'est un endroit sur la Terre qui est vraiment unique. Il est situé sur une ligne énergétique spéciale. Il y a quelque chose qui crée une très forte vibration, qui attire les gens ici, comme un aimant. Car pour ces 2 étranges visiteurs, ces pierres ont un pouvoir. Ça, c'est du cristal blanc de la région. S'il est suffisamment tendre, vous pouvez le réduire en poudre et le mélanger à de l'eau ou de la nourriture. Il pourra se dissoudre dans votre organisme. Cela vous aidera à changer votre biochimie. Cela vous donnera de l'énergie et changera vos vibrations. Allez, vite, filez manger les cailloux là. Vous serez moins tendu, plus léger et vous atteindrez un niveau de conscience plus élevé. Les originaux comme Zion et Panthera Electrica sont de plus en plus nombreux. Bon, on rigole, mais ça aurait pu tourner vraiment mal cette histoire. Hein. Le maire a été quand même un peu excédé, je pense, sur la fin. Hein. Jean-Pierre Delors est le maire de cette minuscule commune. Il a dû gérer cette soudaine et encombrante notoriété. En particulier, les appels aux standards de la mairie. Oh, il doit y en avoir pour voir s'il y en a des messages. Pour voir, tiens, message. Les Incas ont prédit que votre village est très intéressant. Nous pensons venir avec 2 autobus. Merci. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si une batterie anti-atomique était créée à Bugarach pour la fin du monde. Je vous rappellerai demain. Merci. 14 novembre. Ouais, la mairie de Bugarach. Bon, j'ai vu que les planètes étaient en train de s'aligner, là. J'aurais voulu savoir quand est-ce que le grand vaisseau était prévu, fini de construire, là, pour qu'on puisse s'en aller avant le cataclysme, là. Bon, allez, à bientôt. Le pire scénario qui pourrait arriver, c'est avoir ce que nous avons connu avec le Temple du Soleil en Isère, d'avoir un collectif. Ça serait le pire des scénarios. Mais bon, s'il y en a qui font de la thune en France, là-bas du côté des Mayas, c'est pas mal non plus. Hein. Ils ont payé 500 $ pour organiser cette cérémonie dans ce lieu sacré. La spiritualité maya et 2012 attire aujourd'hui une nouvelle sorte de touristes. Parmi les participants, Adrien, un jeune Marseillais. Tout le monde va se dire « Oh, ça y est, c'est la fin du monde, c'est comme dans le film 2012 ». Mais non, c'est pas vrai. Ah, le petit Marseillais. Pour une fois, il est pas si Marseillais que ça, celui-là. Oui, il y aura des morts. Pour moi, il y aura beaucoup de morts. Bon, j'ai rien dit. Mais il y aura des survivants. Et la vie continuera. La vie continuera. Elle sera différente. Elle sera différente. Et c'est ça qui est fort. Moi, j'ai hâte d'être ce jour-là. J'ai hâte d'être 21 décembre. Parce que je sais qu'il n'y aura plus de sentiments de haine. Il n'y aura plus de sentiments de... Tout ce qui est haine, de colère, tout ça, tous les sentiments négatifs, il n'y aura plus ça. Il n'y aura que le bon. On sera tous connectés. Pour moi, on sera ça. On sera connectés par télépathie. On sera tous comme un amour fort. On sera tous un avec Dieu aussi. On fera un. On sera un comme tout. C'est ça qui est fort que j'ai hâte d'être à ce jour-là. Mais oui, tu seras un, Adrien. Hein, ça a quand même dû te décevoir qu'il n'y ait pas eu tous ces changements quand même. Hein. Mais franchement, attendez, vous n'êtes pas prêts. Celui qui arrive derrière, je crois vraiment que c'est mon préféré. Alain est un ancien ingénieur informatique. Il s'est installé ici à San Marcos il y a 12 ans. Il y a rencontré sa compagne, Béatrice, une Espagnole. Tous deux se passionnent pour le calendrier maya. Et leurs recherches les ont amenés à des découvertes très surprenantes sur 2012, en particulier un complot extraterrestre. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Il a été vu se transformer en reptilien dans l'abbaye de Westminster par un témoin. Reptilien. Des reptiliens, genre des espèces de lézards de 3 mètres de haut.
Ça, c'est une variété. Après, il y a les petits gris, il y a les grands gris. Il y en a plein d'autres, il y en a plein. Selon vous, quelles sont les autres personnes connues, célèbres, qui sont des extraterrestres? Le prince de Galles, le fameux prince Charles. C'est un extraterrestre. Un hybride. C'est-à-dire? C'est un hybride de première génération entre un reptilien, le fameux... comment il s'appelle? Enfin bref, il y a un... C'est un croisement d'extraterrestres, le prince Charles. Et d'humains. C'est ce qui donne le premier croisement entre un humain et un extraterrestre. Ça donne un hybride de première génération qui a la possibilité de garder une forme humaine. Mais pour garder sa forme humaine, il est obligé, toutes les pleines lunes, de bouffer de la Vierge, des enfants. C'est eux qui expliquent le nombre de disparitions inexpliquées d'enfants aux États-Unis, en Angleterre et tous ces pays qui ont donné leur autorisation pour faire ce genre de truc, parce que c'est eux qui contrôlent tout. Nous sommes des poulets d'extraterrestres. Comprenez ça, bon sang, des vaches. Bon, je pense que vous avez compris le principe avec ces gens-là, hein. Mais avec la fin du monde arrive autre chose, hein, car certains savent très bien exploiter la peur des gens. Donc là, on arrive au chapitre 2 de cette vidéo, le survivalisme. Et là, ça devient vraiment n'importe quoi. Non pas que je réfute l'apprentissage de techniques simples pour survivre en nature ou savoir être autonome, non, non. C'est plutôt ceux qui se jettent bêtement dans l'achat d'un bunker ou ce genre de structure pour survivre à une fin du monde, qu'elle soit nucléaire ou autre d'ailleurs. Regardons plutôt d'abord ceux qui se gavent, on en reparle juste après. Des chambres pour 2 ou 4 personnes, tout équipées, et même une infirmerie. Ce sera comme un hôtel 4 étoiles. Et vous ne vous sentirez pas claustrophobe, vous serez vraiment à l'aise. C'est grand. Le plafond fait 4 mètres de haut. Combien de personnes peuvent y vivre? Ce bunker peut abriter 80 personnes maximum. Pour une année de survie, en autonomie. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura fermé les portes, qu'ils seront complètement coupés de l'extérieur, ils pourront survivre 1 an avec toute la nourriture, les vêtements et les médicaments dont ils ont besoin. Et quel est le prix par personne? Pour ce bunker, 35 000 $ par personne, et c'est en dessous de notre seuil de rentabilité. Ah, en dessous du seuil de rentabilité. Putain, le gars, c'est vraiment un gentil garçon. À moins que... S'il ne se passe rien dans les 5 prochaines années, vous rembourserez vos clients? Laissez-moi vous poser une question stupide. Si vous achetez une assurance vie qui vous couvre pendant 20 ans et que vous ne mourrez pas, est-ce que vous irez voir votre assureur pour lui dire « Est-ce que je pourrais avoir mon argent ?» Ah, en dessous du seuil de rentabilité. Au-dessus de son bureau, l'horloge est bloquée sur 2012. Aux États-Unis, la vente de bunkers clé en main est devenue un marché en pleine expansion. Mais c'est pas le seul businessman hein, qui fait ça. Hein. Et d'ailleurs, l'autre qui arrive, il est plutôt cash, d'ailleurs. Et ce matin, il va peut-être à nouveau gagner quelques dizaines de milliers de dollars. Car c'est un acheteur potentiel qui cherche à le joindre. Vous payez cash? Ed a le sourire, c'est bien un client. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ed Pendon est un vendeur hors pair. Car cet Américain de 50 ans est un redoutable homme d'affaires qui transforme les craintes d'apocalypse en billets verts. Nous vendons un type d'immobilier très particulier. On vend des structures enterrées. On a déjà réalisé 54 ventes de bunkers. L'endroit rêvé pour tous ceux qui redoutent qu'un jour, le ciel leur tombe sur la tête. Au-dessus de nos têtes, il y a ça de béton. 1 demi-mètre. Comme dans les murs d'ailleurs. Et 1 mètre de terre au-dessus de tout ça. Bref, moi ça me fait trop rire car en moyenne ils proposent 1 an de survie dans leur bunker. Si c'est la fin atomique, il faudra prévoir un peu plus d'1 an quand même. Hein. Une petite rallonge, ça serait quand même pas mal. Et puis un bunker, il faut de l'électricité. Hein. Si c'est la fin du monde, genre éruption solaire, l'électricité, faudra pas trop compter dessus à mon avis. Hein. Puis vous allez me dire, oui, mais ils ont certainement des générateurs diesel. Oui, je veux bien, mais si c'est la fin du monde, je pense pas que les raffineries continuent à tourner. Hein. Et puis 1 an de gasoil, ça fait quand même une cuve qui sera quand même plus grosse que le bunker. Voilà, donc faut être objectif. Hein. Quelle que soit la fin du monde, il y a peu de chances qu'un bunker vous en protège. Hein. Surtout si c'est une fin du monde, genre attaque nucléaire, quoi. Car rappelez-vous la crise des missiles de Cuba sous Kennedy dans les années 60, quand l'URSS a installé ses missiles sur l'île de Cuba.
il fallait que 5 minutes à ces missiles pour frapper Washington. Donc je pense qu'il vaut mieux vivre directement dans le bunker. Hein. Et puis pour ceux qui en ont un, restez-y. Hein. Bon, vous avez compris, la fin du monde, c'est pas pour tout de suite, je vous rassure. La fin des cons non plus d'ailleurs, hein. Ça aussi, c'est pas pour tout de suite. Bon, j'espère que ce petit décryptage vous aura plu. Je vais tenter de me remettre à sortir des vidéos régulièrement et pour cela, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, c'est très important pour moi. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le aussi, c'est très très important pour moi aussi. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!